Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue au Plan de Rome, aux Nocturnes du Plan de Rome. Bienvenue également à ceux qui nous suivent en direct sur Internet. Je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux. En matière de restitution virtuelle de la Rome antique, notre équipe travaille sur deux axes. L'architecture, l'urbanisme d'un côté et les machines de l'Antiquité de l'autre. La nocturne de ce soir porte sur ce deuxième axe. Alors, autant sur le premier axe, architecture, urbanisme, nous pouvons utiliser généralement trois types de sources, sources archéologiques, sources textuelles et sources iconographiques, autant sur le deuxième axe, les machines, bien souvent, ce sont seulement les sources textuelles qui sont à notre disposition. La question des machines de guerre au IVe siècle va nous montrer un exemple d'utilisation particulièrement difficile d'un texte qui est mystérieux. Le De Rebus Bellicis, on peut le traduire par « sur les affaires militaires ». Nous commencerons par voir les éléments qui nous permettent de prendre ce texte au sérieux, ce qui n'a pas toujours été le cas précédemment. Nous essaierons de voir comment ce texte nous est parvenu, de quand date-t-il, que peut-on savoir de son auteur et de ses intentions. Ensuite, on verra les innovations qui sont proposées dans le domaine de l'armement, car c'est ça un des grands intérêts de ce texte. Et puis, Sophie vous emmènera visiter quelques-unes des machines décrites. Avant de pouvoir utiliser un texte pour une restitution, il faut d'abord s'assurer de sa validité, c'est-à-dire le dater précisément, évaluer les compétences de son auteur, comprendre dans quelle perspective il a été écrit. Pour le De Rebus Bellicis, rien n'est simple, sa date est discutée, son auteur est inconnu, il a parfois été pris pour un fou. Or, l'enjeu est important. L'enjeu est important si le texte est à prendre au sérieux. 1. Nous avons un document exceptionnel sur les machines de guerre utilisées au IVe siècle. 2. Nous pouvons faire remonter le principe du navire à roue à aube de XIVe siècle. Et 3, nous avons un exemple remarquable de recherche en innovation dans le domaine de l'armement. Chars à faux, artillerie, ponts mobiles, protection individuelle. Alors comment ce texte nous est parvenu ? Eh bien, il nous est parvenu par un manuscrit unique, aujourd'hui perdu, qu'on appelle le manuscrit de Spire, parce qu'il a été longtemps conservé dans la cathédrale de Spire, Speyer, en Allemagne. Le texte qui nous intéresse ce soir, le De Rebus Bellicis, y était transmis avec d'autres textes dans une étonnante compilation. Il pourrait s'agir d'une collection de documents qui était de la propriété d'un fonctionnaire de l'administration impériale romaine, ou bien c'est peut-être une réunion de documents qui a été faite au Moyen-Âge selon des thématiques, avec un classement en fonction de la thématique. Toujours est-il qu'en 1552, ce manuscrit a été donné, sur son insistance, au duc Otto Heinrich, le duc de Neubourg. Les chanoines de l'abbaye de Speyer ne voulaient pas lui donner, surtout qu'il avait eu une copie 10 ans avant. Mais il a insisté, si bien que le manuscrit est sorti de la cathédrale. Et forcément, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que quand le duc est mort, sa bibliothèque a été dispersée et le manuscrit a disparu. Il a probablement été démembré au début du XVIIe siècle parce qu'on a retrouvé 2 de ses feuillets dans la reliure d'un autre manuscrit. Heureusement, il y a des copies. Une quinzaine de copies ont été réalisées de ce manuscrit. La première a été réalisée en 1400, la première copie complète a été réalisée en 1436. Alors, toutes les copies ne sont pas du même intérêt, parce que certaines sont des copies de copies, mais pour la plus récente édition de ce texte, nous avons utilisé 5 manuscrits principaux qui, vous le voyez, s'échelonnent du début du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle. Donc on a la date du manuscrit perdu, on a la date des manuscrits qui sont conservés. Tout ça ne nous donne pas encore la date de l'auteur
du manuscrit originel de l'auteur qui a écrit ce texte. C'est un texte qui n'est cité par personne. Aucun auteur ancien ne le cite. Donc il va falloir tirer les renseignements du texte lui-même. Alors on sait qu'il a été écrit après la mort de Constantin, puisque l'auteur nous parle de l'époque de Constantin comme une époque révolue. Constantin est mort en 337, donc le texte a été écrit après 337, après Jésus-Christ. Il a probablement été écrit avant 378, après Jésus-Christ. En effet, en 378, il y a un événement terrible pour l'Empire romain, c'est la bataille d'Andrinople. La bataille d'Andrinople contre les Goths qui viennent du nord. Et là, Andrinople, c'est en Turquie actuelle, c'est la ville d'Edirne, c'est l'ancienne Adrianopolis, on est près de la frontière bulgare. Cette bataille va être un désastre terrible pour l'armée romaine, un désastre équivalent à ce que fut la bataille de Cannes contre Hannibal. L'armée romaine va être décimée et l'empereur lui-même, qui est à la tête de l'armée, va être tué. C'est l'empereur Valens. Après cette bataille, les conditions géopolitiques de l'Empire changent beaucoup. Or, l'auteur anonyme du De Rebus Bellicis semble se référer à une époque antérieure à ce désastre. Par exemple, il considère la frontière du Danube comme une frontière encore intacte, alors qu'elle a été franchie. Et pour lui, les ennemis principaux ne sont pas les Goths, mais ce sont les Perses. Alors, si on admet cet intervalle 337-378, on peut encore préciser un petit peu l'intérieur de l'intervalle, parce que l'auteur nous dit qu'il s'adresse à plusieurs empereurs, et ces empereurs ont des fils. Alors, vous savez qu'à partir de la fin du IIIe siècle, il y a généralement plusieurs empereurs à la tête de l'Empire, qui lui-même est divisé en deux parties, une partie occidentale et une partie orientale. Or, dans cet intervalle 337-378, il n'y a que deux empereurs à avoir régné ensemble et à avoir eu en même temps des fils, au moins un fils. C'est Valentinien et son frère Valens. Or, Valens n'a eu qu'un seul fils, qui a vécu peu de temps. Il est né en 366 et mort en 370, donc le De Rebus Bellicis a dû être écrit entre 366 et 370. On a donc une date précise. Alors que voulait faire qui était cet auteur dont on ne connaît pas le nom? D'abord, c'est un particulier, il le dit lui-même. Il est en repos, en otium, c'est-à-dire qu'il est probablement retraité. Alors retraité de quoi? Pas retraité de l'armée, parce qu'il dit, un petit peu plus loin dans son livre, ceux qui connaissent la guerre pour l'avoir faite diront mieux que moi quelles pertes les machines de ce type causent à l'ennemi. Mais c'est quelqu'un qui manie très bien le vocabulaire administratif, qui connaît le vocabulaire de la chancellerie, qui manifestement connaît bien les rouages de l'administration impériale, qui analyse de façon remarquable les conséquences financières de la politique de Constantin, qui analyse mieux que personne les crises sociales de son époque. Donc c'est probablement un ancien fonctionnaire d'État, ou peut-être fonctionnaire municipal, à moins que ce soit bien sûr un citoyen éclairé. C'est quelqu'un qui parle très bien le latin, et ce qu'il a voulu faire, il le dit lui-même, c'est être utile à l'État. Être utile à l'État en proposant des réformes monétaires et fiscales d'un côté, et des réformes en armement, en proposant de nouvelles machines de guerre. Ce qui montre le côté aussi utile de ce traité, c'est qu'il est illustré. Et l'auteur annonce ces illustrations. Ça veut dire que ce ne sont pas des illustrations qui ont été ajoutées après, dans la transmission manuscrite. L'auteur nous dit aussi qu'il les a faites lui-même, qu'il les a faites avec soin, et qu'il les a faites pour compléter le texte qui ne peut pas se comprendre sans elles. Il dit aussi qu'il les a faites en couleur. En effet, elles nous ont été transmises en couleur. Alors, ces illustrations vont nous être précieuses parce que c'est en s'appuyant à la fois sur son texte et sur ses illustrations
que nous allons vous proposer des restitutions qui, pour certaines, sont émises, ce sont des hypothèses émises pour la première fois. Je vous l'ai dit, donc, le traité se divise en deux parties. Une partie fiscale monétaire, l'auteur propose notamment des réductions d'impôts, voyez. Et une deuxième partie qui est une partie mécanique où il propose des innovations dans le domaine militaire. C'est cette deuxième partie qui va nous intéresser. On va prendre quelques domaines, on ne va pas prendre toutes les machines les unes après les autres, mais on va en prendre quelques-unes pour voir où se situe l'innovation. Alors d'abord, dans le domaine de l'armement, de la protection individuelle, on a le Dicodifrus, le mantelet. C'est intéressant de voir que pour chaque machine, l'auteur ne dit pas qu'il les a inventés. Hein. Il dit bien, il dit « je ne suis pas un inventeur, j'ai été chercher mes renseignements un petit peu partout », mais il propose des innovations. Alors ce qui est curieux aussi, c'est que pour chaque machine, il lui donne un nom qu'on ne trouve que chez lui. Comme s'il avait créé pour chacune de ces nouvelles machines un nom particulier. Ici, Dicodifrus, par exemple, c'est un mot qui est formé sur le grec, un teikos qui signifie le rempart, et difros qui signifie le chariot, donc mot à mot un chariot de rempart, parce qu'en effet, les mantelets étaient souvent utilisés pour l'attaque des remparts. Mais c'est une machine que l'on connaît depuis César. César l'appelle cette machine Pluteus. Elle est appelée aussi Pluteus à l'époque du Deribus Bellicis. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette machine? Eh bien, ce sont les pointes. Vous voyez, les pointes devant, les pointes sur le côté et les pointes sur le dessus. Quel intérêt ont-elles? Eh bien, ça évite que l'ennemi puisse se servir du mantelet en inversant le rôle, c'est-à-dire pour s'abriter derrière, afin de frapper celui qui se protège par le côté. On sait par un texte, par exemple, qu'au siège de Jopata, Vespasien, c'était pas que Vespasien attaquait la Judée, un commando juif a attaqué les mantelets, s'est plaqué contre les mantelets et a attaqué les Romains en passant par derrière le mantelet. Si bien que Vespasien a dû se faire serrer les mantelets les uns contre les autres pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les mantelets. Et bien là, ces pointes, devant, sur le côté, par-dessus, empêchent que l'ennemi puisse se plaquer contre le mantelet et passer par-dessus ou passer par les côtés. L'ennemi est obligé de s'écarter du mantelet pour attaquer. Autre exemple, ce bouclier. Ce bouclier à pointe. C'est un bouclier rond qui est bien connu par ailleurs pour sa base. C'est le bouclier des cavaliers, c'est le bouclier des fantassins thraces, des gladiateurs thraces. Et puis c'est aussi un bouclier qui est utilisé par les fantassins dans l'armée romaine à partir du IIIe siècle. C'est un assez grand bouclier. Hein. Pour les fantassins, c'est des boucliers qui pouvaient faire entre 90 et 110 cm. Alors quelle est l'originalité de l'anonyme ici? Eh bien, c'est qu'il ajoute des pointes. Vous voyez? Donc ce bouclier devient aussi un instrument qui va blesser. En particulier dans les manœuvres de poussée, c'était une des techniques de l'armée romaine où la première ligne s'avançait en poussant l'ennemi avec le bouclier. Et là, du coup, le bouclier, ce n'est pas seulement une arme défensive, ça devient aussi une arme offensive. Une arme blessante en tout cas. Les traits plombés. Les traits plombés, c'est une arme qui apparaît au IIIe siècle, après Jésus-Christ. C'est une arme qu'on lance à la main, qui n'est pas très longue, hein, ce qui fait autour d'une 30-40 cm. C'est une arme qui est bien connue, qui est souvent mentionnée. Elle a l'avantage, elle a tendance dans l'armée romaine, à l'époque tardive, à remplacer le javelot et aussi à remplacer les archers. L'avantage, c'est qu'un soldat ne peut porter qu'un seul javelot. Une fois qu'il l'a lancé, après c'est le corps à corps. Là, les soldats portaient jusqu'à 5 traits plombés comme ça dans leur bouclier qu'ils pouvaient lancer successivement. Et puis par rapport aux archers, on sait que le lancer de ce type de projectile est beaucoup plus facile que le maniement d'un arc. Donc on pouvait économiser à la fois le port des javelots et la présence des archers. C'était des soldats qui étaient en deuxième ligne qui portaient ce type d'arme. Là où l'anonyme est original,
c'est qu'il va ajouter deux choses à ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Ce sont d'abord les pointes. Alors, vous voyez, ces traits plombés, c'est des traits qui ont une pointe, qui derrière la pointe ont un plomb en forme ovoïde, et c'est ce plomb qui va permettre d'augmenter la puissance du trait quand on le lance. Eh bien, sur ce plomb, l'anonyme propose de fixer des pointes. Si bien que si le trait a manqué son objectif, c'est-à-dire s'il n'a pas tué un homme, ou s'il n'a pas tué un cheval, enfin s'il ne s'est pas planté dans un cheval, il va tomber à terre, et une des pointes, puisqu'il y en a 3 au minimum, va forcément se trouver en l'air. Et les ennemis, en marchant dessus, vont se blesser. C'est ce qu'on appelle une chose trappe, hein, ces pointes que l'on dispose dans le sol. Alors, les pointes elles-mêmes sont déjà connues. On sait que pendant la guerre du Péloponnèse, Nicias avait fait disposer pendant la nuit des pointes comme ça sur le sol par ses soldats, ce qui fait que le lendemain, quand les ennemis ont attaqué à cheval, les chevaux se sont blessés. Mais les soldats de Nicias, qui eux-mêmes avaient placé ces pointes, eux avaient mis des chaussures avec des semelles de bois et ont pu s'avancer sur le terrain, eux, sans être blessés. L'idée de l'anonyme ici, son innovation, c'est d'associer 2 armes à la fois, le trait plombé et les chausses-trappes à pointe. Et une deuxième innovation, dont on n'en est pas très sûr, mais ce sont les pennes. Vous voyez, les petites plumes à l'arrière. On a quelques traits plombés qui sont représentés dans l'iconographie de manière très précise, et jamais on ne voit ces pennes. Alors bien sûr, on n'a pas pu les conserver par l'archéologie, c'est des choses qui se sont perdues, mais en tout cas, on ne les trouve jamais mentionnées, ni dans les textes, parce qu'on a des textes qui nous parlent aussi de ces traits plombés, et ni dans l'iconographie. Et l'archéologie expérimentale a montré que ces pennes, eh bien, non seulement facilitaient une trajectoire droite, mais en plus accéléraient le mouvement, enfin, faisait aller le trait beaucoup plus rapide. L'archéologie expérimentale montre que ce sont des traits qui peuvent aller à 50-70 mètres. Passons à l'artillerie. L'anonyme va présenter 2 types d'artillerie. Une artillerie de campagne, montée sur chariot. C'est une artillerie du type de celle qui est décrite par Héron d'Alexandrie au 1er siècle après Jésus-Christ, qui repose sur des torsions de faisceaux de nerfs qui sont enfermés dans des cadres métalliques. Sophie va vous montrer les innovations de cette machine tout à l'heure. Et le deuxième type de machine, c'est une baliste fixe installée sur des remparts qui repose sur le même principe. Là, on a un petit peu de mal à comprendre son innovation. C'est probablement dans le système de pointage que Sophie vous montrera tout à l'heure pour la baliste de campagne. Ce qui est intéressant pour cette machine, et ça resitue bien l'auteur dans son contexte et montrer que c'est quelqu'un qui est à prendre au sérieux, c'est qu'il nous dit que cette baliste peut lancer un trait de l'autre côté du Danube. Le Danube était une frontière pour les Romains, ils avaient installé plusieurs forts le long de cette frontière. Et à l'époque d'ailleurs du supposé de l'anonyme, on renforce cette frontière. Et justement, c'est à Orsova. Alors, cette idée que ça peut traverser le Danube ne nous renseigne pas beaucoup, parce que le Danube, c'est un fleuve qui fait qui est un grand fleuve, hein, un fleuve très large, mais qui va d'une largeur de 119 mètres jusqu'à 2,5 km. Donc c'est une portée entre les deux. On pense que ce type de machine pouvait tirer facilement à 300 mètres. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est justement au bord du Danube, à Orsova, qu'on a trouvé la pièce très caractéristique de ces machines, en fer, parce que le reste, tout ce qui est en bois a disparu. Vous voyez la pièce en fer qui maintient les 2 cadres des ressorts au-dessus. Les chars de combat. Alors, les chars de combat, ce n'est pas une nouveauté non plus. Et je laisserai tout à l'heure, Sophie aussi, vous montrer les nouveautés de ces chars de combat. Ces chars de combat, ils sont connus depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Xénophon nous en parle déjà. Les Romains apparemment les apprécient pas beaucoup. Végès, qui écrit un peu après l'anonyme du De Rebus Bellicis, nous dit que c'est des engins qui
qui ont des inconvénients. D'abord, ils sont arrêtés au moindre obstacle. Et puis, il suffit qu'un des deux chevaux soit tué pour que l'engin soit inefficace. Alors, c'est vrai que les Romains ne l'ont pas beaucoup utilisé, mais en fait, l'anonyme, ici, ne pense pas à une guerre en Europe. Lui, il pense à une guerre au Moyen-Orient. Je vous dis que l'ennemi auquel il pensait, ce sont les Perses. Or, les Perses ont toujours utilisé ces chars à faux. Je vous ai parlé de Xénophon tout à l'heure, qui nous situe un événement à fin du 5e siècle. Mais on sait qu'au début du 3e siècle, l'empereur Alexandre Sévère a lutté contre une armée perse commandée par un roi qui s'appelle Artaxerxès, qui n'est pas l'Artaxerxès qu'on connaît, l'ancien Artaxerxès, mais un roi qui s'appelait Artaxerxès, et que celui-ci avait engagé 1800 chars à faux. Et l'anonyme nous présente aussi un char à faux sans pilote. Ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Vous allez voir comment ça fonctionne tout à l'heure. Alors ici, vous voyez la difficulté aussi d'interpréter les dessins, parce que, d'abord sur le dessin, on a un pilote. Mais le texte est confus à cet endroit, il doit nous manquer des choses, que dans l'introduction, l'auteur nous dit qu'il va nous présenter un char sans pilote, et puis quand arrive l'endroit où il décrit, il y a un gros problème de texte et il nous parle quand même d'un pilote. Et puis le dessin présente un pilote, mais comme c'est un char au faux, vous allez voir un char à faux automatique, il n'y a pas de raison qu'il y ait de pilote. Mais vous voyez la difficulté aussi d'interpréter ces dessins. Pourquoi est-ce que le cavalier a des ailes ici ? La difficulté des dessins, c'est que dans la transmission manuscrite, dans les copies de recopies, eh bien, un dessin se dégrade plus vite que du texte. Et on voit bien qu'au bout d'un moment, les dessinateurs ne comprenaient plus très bien ce qu'ils dessinaient. Et c'est une difficulté pour nous. Alors, Sophie a une thèse sur la présence de ces ailes. Je vous l'ai dit comme ça, elle dit que c'est parce que le cavalier disparaît. Voilà, donc on lui a mis des ailes pour dire qu'il n'y a plus de cavalier. Je ne sais pas s'il faut prendre cette interprétation au sérieux. Autre innovation, le pont gonflable. Le pont gonflable, alors ça c'est probablement un des beaux exemples d'innovation en matière d'armement du Deribus Bellicis. C'est quelque chose qui est nécessaire. C'est vraiment quelque chose. Enfin, la traversée des rivières pose de réels problèmes aux armées. L'idée d'utiliser des outres pour faire un pont pour l'armée n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Déjà, 5e siècle avant Jésus-Christ, on a un Rhodien qui dit qu'il faudrait qu'on lui fournisse 2000 outres et il ferait un pont pour faire traverser l'armée. Et à l'époque du Deribus Bellicis, un petit peu avant, l'empereur Julien a aussi un de ses ingénieurs, un architectus, qui lui propose de construire un pont d'outre pour traverser le Tigre. C'est lors de la campagne contre les Perses. Dans les deux cas, ça ne s'est pas réalisé parce qu'on n'a pas trouvé un nombre suffisamment d'outres pour construire le pont. Or, l'idée géniale de l'anonyme, eh bien, c'est de dire on va transporter des outres dégonflées dans les bagages de l'armée et on va les gonfler au moment où il faut. Ces outres étaient probablement cousues par module de 3 outres et ensuite, et ça l'anonyme nous l'explique, on les assemblait avec un système de crochets et d'anneaux, on tendait des câbles de chaque côté de la rivière et on pouvait faire passer l'armée dessus. L'anonyme nous dit qu'il suffisait dans l'armée d'avoir 50 animaux pour porter ces ponts gonflables. Voilà. À la même époque, enfin un peu plus tard, Végès, lui aussi, propose que l'armée se déplace toujours avec des ponts démontables, mais lui, ce qu'il propose, ce sont des ponts en bois, ce sont des ponts formés de troncs qui sont creusés, qui sont bien sûr plus lourds, plus encombrants que la solution proposée par l'anonyme. Et pour finir, la machine la plus étonnante, celle qui a valu à l'anonyme certainement le plus grand nombre de moqueries, c'est le navire à roue à aubes. On a souvent pensé que c'était une machine
qui n'étaient pas fiables. En fait, les travaux que nous avons faits ont montré qu'elles pouvaient être réalisées. Et du reste, on a des exemples en Angleterre au XIXe siècle de navires qui traversent la rivière de Yarmouth avec un système comme celui-ci. Enfin, c'est un cheval qui fait manœuvrer les roues à aubes. Alors, on va vous présenter quelques-unes, plus en détail, quelques-unes de ces restitutions. Il faut comprendre que derrière, il y a 20 ans de recherche. Hein, que ce n'est pas facile de les résumer en quelques minutes. Donc, ce qu'on va vous présenter comme des certitudes, ce sont bien sûr des hypothèses. Ce sont bien sûr des hypothèses qui sont pour nous appuyées, qui sont quelquefois les premières à être proposées, mais ce ne sont bien sûr que des hypothèses. On est toujours avec un logiciel d'expérimentation, le même que celui utilisé la dernière fois pour l'Égypte à Rome. Donc on a toujours les mêmes problèmes d'instabilité, ouais, un peu moins. Normalement, c'est en train de s'arranger, mais il n'est pas impossible qu'il y ait encore un écran noir. Voilà. Bon courage. Allez, Ariacta Est. Moi, je l'aime bien, la théorie du cavalier avec les ailes, mais on pourra en reparler plus tard. Je vais vous emmener visiter ce soir un musée virtuel pour vous présenter en détail 3 des machines décrites dans le De Rebus Bellicis au IVe siècle après Jésus-Christ. C'est la première fois ce soir que nous inaugurons ce musée virtuel en plein air, vous allez voir, qui a vocation à s'agrandir avec d'autres machines pour devenir un véritable lieu de présentation des machines romaines de l'Antiquité. Alors nous allons commencer par parler d'une machine qui faisait probablement beaucoup de dégâts dans les armées, c'est le char à faux que vous avez ici devant vos yeux. Alors cette machine, elle est absolument géniale, je trouve, parce qu'elle va mettre hors service les combattants ennemis en leur infligeant de graves blessures sur les jambes, et le tout sans créer de pertes humaines du côté des assaillants. Cette machine, on vous en a déjà dit quelques mots, en effet, elle est pilotée automatiquement. Elle n'a pas besoin d'hommes pour la diriger, elle va fonctionner toute seule. C'est une sorte de machine kamikaze de l'Antiquité, si vous me passez l'expression. Alors quel est le principe? Le principe général, c'est de baisser les faux qui se trouvent sur les roues, et une fois que les faux sont baissés, c'est d'envoyer l'attelage sur l'armée ennemie. Alors a priori, ça paraît très séduisant comme idée, mais quand même, comment faire pour que ces chevaux ne s'arrêtent pas une fois qu'ils sont au milieu de l'armée ennemie, au risque d'être renvoyés de l'autre sens? Eh bien, c'est là que l'anonyme a une idée tout à fait intéressante. Regardez les roues de ce char. Sur les roues du char, il propose d'installer des roues dentées verticales. Vous voyez la roue dentée qui est directement solidaire de la roue? À quoi sert cette roue dentée? Eh bien, si je vais de l'autre côté, vous allez voir qu'elle engraine, cette roue dentée, avec une lanterne. La lanterne est solidaire d'un poteau vertical. Donc il y a 2 poteaux verticaux, puisque l'on a 2 roues. Et que trouve-t-on en haut de ces poteaux verticaux? Des fouets automatiques. Donc, dès que la roue va commencer à tourner, la lanterne va tourner et elle va entraîner le fouet qui, sans arrêt, va s'activer sur les fesses du cheval. Alors, les chevaux ne vont pas être blessés parce que, regardez, ils portent une cotte de maille. Mais pourquoi est-ce que ça va quand même les faire avancer? Eh bien, tout simplement parce qu'ils vont entendre le sifflement du fouet qui va tout le temps passer à côté d'eux. Ils vont aussi entendre le claquement du fouet sur leur cotte de maille. Et ça va être suffisant pour leur faire peur et pour les faire avancer. Deuxième chose intéressante prévue par l'auteur du De Rebus Bellicis, c'est qu'il fait tout pour que la machine ne puisse pas être facilement arrêtée. Première chose, ce que reprochaient donc le char à faux, on le connaît bien dans l'histoire, il a utilisé dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais le problème c'est qu'une fois que les chevaux sont abattus, le char s'arrête. Or là, regardez ce que propose l'anonyme, les chevaux sont très très bien protégés sous une cotte de maille, y compris sur leur tête. Donc, ils vont être très difficiles à abattre. Ensuite, à l'arrière de la machine, ce que propose l'auteur, c'est d'installer 2 grands boucliers avec des dents très acérées. Vous voyez les dents sur la périphérie des boucliers? À quoi ça sert? Eh bien, l'assaillant
va avoir beaucoup de mal à arriver sur le char par derrière, en admettant que les chevaux ne courent plus trop vite. Il ne va jamais pouvoir passer par derrière pour prendre le contrôle des chevaux. Et puis, troisième chose intelligente proposée par cet anonyme, c'est que regardez, le char avec les faux n'est pas monté sur un véritable char avec une plateforme, mais uniquement sur un essieu. Et comme on n'a pas de plateforme, c'est très difficile de sauter dessus pour arrêter les chevaux. Donc, une fois lancée, cette machine va être d'une efficacité qui devrait être tout à fait relevable, intéressante. Tout à fait intéressante. Alors cette machine, elle a quand même un autre problème, en admettant que les animaux ne soient pas facilement arrêtés. La difficulté, nous dit Végès, donc c'est un auteur qui écrit un petit peu après l'auteur du De Rebus Bellicis, Végès nous dit, oui, mais cette machine, elle est immanipulable. Elle est tellement large que de toute façon, les faux se prennent partout, dans les rochers, dans la végétation. C'est très compliqué de conduire ce genre de machine. Donc, ce qu'a fait l'auteur, ce qu'a proposé l'auteur du De Rebus Bellicis, regardez, vous voyez sur les faux, il y a des cordes. Ces cordes remontent à un anneau fixé sur l'arrière de la cuirasse des chevaux. Et donc, les faux ne sont baissés qu'au dernier moment, une fois que le char est amené sur le champ de bataille. Quand on n'est pas en configuration de bataille, on tire sur la corde, on relève les faux, et à ce moment-là, le char est manipulable au même titre qu'un char tout à fait classique. Alors tout ça, c'est peut-être un petit peu théorique, c'est pour ça que je vais vous montrer une vidéo qui va vous permettre de voir ce char en fonctionnement et probablement de mieux le comprendre qu'avec cette illustration qui, il faut l'avouer, est assez difficile à comprendre. Alors regardez ce que ça donne. Une fois que le char arrive sur le champ de bataille, on baisse les faux, on lance le char, et puis dès que les roues commencent à tourner, elles vont fouetter l'arrière des chevaux, et le char ne va plus s'arrêter. Il va courir comme ça, un temps indéterminé, le temps que va durer le combat. Donc vous voyez la lanterne qui va tourner et qui va entraîner les fouets automatiques. Et c'est ce qui va faire que ce char va pouvoir tourner tout seul sans être piloté par un homme. Alors ces chars à fouet automatique ont connu une belle postérité dans l'histoire. On sait par exemple que Voltaire va en conseiller l'usage à Catherine de Russie. Et puis si on sort du champ militaire, vous allez m'autoriser une petite digression, mais regardez cette image. C'est des courses de chameaux. Ce sont des courses de chameaux qui sont organisées à Dubaï, donc actuellement, donc ce n'est pas du tout le cadre de la guerre. Mais regardez comment ils font courir les chameaux pour qu'ils aillent le plus vite possible. Sur le dos du chameau, on met un petit robot, et le robot c'est un robot automatique qui sert à fouetter le chameau. Donc on est exactement dans la même idée que le char à fouet automatique décrit dans le De Rebus Bellicis. Alors pour que ça fonctionne, bien sûr, il faut quand même lancer ces chevaux sur un vaste terrain, donc notamment dans les plaines désertiques d'Orient, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc voilà pour le char à fouet automatique. Alors il y a une deuxième machine qui est très intéressante, c'est celle que l'auteur appelle la ballista quadrirotis. Donc on peut traduire ça par un lanceur de flèches monté sur un char à 4 roues. Alors dans l'Antiquité, le lanceur de flèches comme ça, monté sur un char, on le connaît. On le connaît par ailleurs. On a notamment des lanceurs de flèches représentés sur des chars sur la colonne de Trajan, dès le IIe siècle après Jésus-Christ. Mais cette machine-là, la machine du De Rebus Bellicis, elle a 4 roues et elle présente un certain nombre d'innovations. Alors pourquoi 4 roues au lieu de 2 ? Eh bien, 4 roues, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir avoir un chariot plus lourd, donc plus grand. Et qui dit chariot plus grand dit que l'on peut emmener un plus grand nombre de munitions. Donc avoir une caisse plus grande, c'est déjà intéressant. Mais la difficulté, c'est qu'avec un chariot à 4 roues, c'est pas évident de faire tourner la machine pour tourner la baliste en direction des ennemis. Vous imaginez s'il faut commencer à faire tourner les chevaux pour diriger le lanceur de flèches dans le bon sens. C'est pas pratique. Donc, ce que propose l'auteur du De Rebus Bellicis, regardez la caisse, il propose de monter le châssis sur un pivot pour que la caisse puisse tourner à 360 degrés. Et pour tourner la caisse, on va utiliser les cylindres. Vous voyez, il y a 2 cylindres sur le côté gauche de la caisse. Il y en a également 2 sur le côté droit.
Et en quelques secondes, sans bouger les chevaux, on peut comme ça tourner le lanceur dans la bonne direction. Donc, la baliste est déjà dirigée vers l'ennemi. Il faut encore régler la hausse de la machine. Donc, ce qu'on appelle la hausse de la machine, c'est-à-dire trouver une bonne inclinaison pour que la flèche parte selon un bon angle pour aller atteindre l'ennemi. Et pour régler la hausse de la machine, ce que propose l'auteur, c'est d'installer une vis. Vous voyez ici la vis sur l'avant du chariot? Alors la vis permet de régler la hausse avec beaucoup de précision. Donc ça paraît quelque chose d'assez normal. Sauf que la vis pour régler la hausse des machines, dans l'histoire des technologies, ce n'est attesté qu'au XIVe siècle actuellement. Ce n'est attesté qu'au XIVe siècle avec l'arrivée de l'artillerie à poudre. Donc si jamais une vis a bien été utilisée sur cette machine, ça veut dire que l'auteur du De Rebus Bellicis a pensé à ce système 10 siècles avant la date que l'on considère aujourd'hui comme la date d'invention du système. Et regardez maintenant à l'arrière de la machine. Là aussi, l'auteur propose quelque chose d'assez formidable. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est le système de mise en tension de la corde archère. La corde archère va être tirée vers l'arrière, mais pas avec un système de câbles et de treuils traditionnels, comme on le voit normalement sur les autres machines de cette époque-là. Ce que propose ici l'auteur, c'est que le treuil soit monté sur un axe denté, et l'axe denté du treuil engraine sur une tige qui est elle-même dentée. Donc ça peut vous paraître un petit peu flou comme ça, vous allez le mieux comprendre quand je vais mettre la vidéo, mais ça c'est ce qu'on appelle un cranquin. Or le cranquin, si vous regardez dans la littérature, pour le moment, l'usage du cranquin n'est attesté qu'à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, et pour le moment, il n'est attesté que sur les premières arbalètes. Donc, on aurait une première utilisation du cranquin au IVe siècle après Jésus-Christ, et non au XVe siècle, sur cette machine décrite par l'anonyme du De Rebus Bellicis. Alors, la corde archère, quelle est la force qui va lui permettre d'envoyer la flèche sur les ennemis? Eh bien, ce sont les faisceaux de cordes que vous voyez ici à l'avant. Ces faisceaux de cordes sont montés dans des pièces métalliques qui se rejoignent dans leur partie supérieure avec une pièce en forme d'arc de cercle dont on vous a montré tout à l'heure un reste archéologique sur le Danube. Alors, je vais vous proposer maintenant de voir une vidéo de mise en situation pour éclairer tout ce que je viens de vous dire. Donc, on va mettre la machine en marche et voilà ce que ça va donner. Donc, on arrive avec le chariot sur le champ de bataille. On va utiliser la caisse montée sur pivot pour orienter la machine vers l'ennemi. Avec la vis, on règle la hausse pour que la flèche parte avec le bon angle. On utilise le cranquin pour bander la corde archère. Donc, voici le treuil denté qui engraine sur la tige dentée dont je vous parlais tout à l'heure. Une fois que la corde archère va atteindre la tension requise, il n'y a plus qu'à mettre la flèche sur le fût de la baliste et le coup va partir à au moins 300 mètres. Donc, pour synthétiser, si je reviens sur la restitution, le chariot est parti, mais il n'y a pas de souci, on va le remettre. Si je reviens sur cette restitution, on a 3 innovations sur une seule machine. On a d'abord la caisse qui peut s'orienter dans tous les sens. Ça, on ne l'avait jamais vu ailleurs avant l'auteur du De Rebus Bellicis. On a le système de la vis qui permet de régler la hausse pour que la flèche parte convenablement. Et on a le système du cranquin. Donc, 3 innovations techniques majeures sur une même machine. C'est ce qui rendait probablement cette baliste, qui par ailleurs était très maniable, importante et utile sur le champ de combat. Donc on va retourner dans le modèle virtuel et je vais vous emmener visiter la dernière machine que je voudrais vous montrer pour ce soir. C'est la liburne, c'est-à-dire le bateau à roue à aubes entraîné par des manèges de bœufs. Alors ça peut paraître un peu surprenant comme ça. On va peut-être commencer par une vue extérieure pour que vous ayez une mise en situation. Donc on va repasser devant le char à feu automatique. On repasse devant la baliste à 4 roues. Donc avant, je vous le rappelle, uniquement des balistes à 2 roues qui sont attestées. Et nous arrivons
devant ce bateau de guerre proposé par l'inventeur, par l'auteur du De Rebus Bellicis. Alors cette Liburne à elle seule, il faut savoir qu'elle nous a demandé beaucoup de travail. Parce que dans la littérature moderne, personne quasiment ne croit en l'existence de ce bateau. C'est même cette Liburne qui a souvent fait dire que l'anonyme du De Rebus Bellicis était probablement quelqu'un de fou. Sauf que nous, dans notre équipe, quand on a repris le manuscrit et quand on a essayé de reconstruire virtuellement le bateau, on s'est rendu compte que ce que disait l'anonyme était viable, qu'avec ces renseignements, avec les renseignements aussi pris sur les figures, il était possible de restituer ce navire et de le faire fonctionner. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Peut-être qu'avant de rentrer dans le détail de la technique, il faut préciser un petit peu le vocabulaire. Je vous parle d'une Liburne. Qu'est-ce que c'est qu'une Liburne? Végès, donc un petit peu postérieur à l'anonyme du De Rebus Bellicis, nous dit qu'une Liburne, c'est un navire de guerre. Pour lui, c'est le navire de guerre normal, entre guillemets, des Romains, utilisé par l'armée romaine depuis la bataille d'Actium, donc depuis à peu près 31 avant Jésus-Christ. Donc, pour Végès, quand on parle de Liburne, ça ne donne aucune information sur la taille du navire. L'information sur la taille du bateau, on va donc la tirer directement du texte du De Rebus Bellicis. Je vais vous lire juste la première phrase du chapitre 17. Voilà ce que nous dit l'auteur. Il nous dit « Une Liburne, adaptée au combat naval, qu'en raison de sa taille, la faiblesse humaine empêchait d'une certaine manière d'être manœuvrée à bras d'homme. » Donc, que nous dit l'auteur? Eh bien, il nous dit que le bateau est tellement grand qu'il est difficile pour les hommes de le faire fonctionner. Donc, il faut comprendre avec des rames. Donc on est probablement sur un navire de fort tonnage, quelque chose d'assez gros. La deuxième information, pour essayer de comprendre quelle est la taille de ce navire, la deuxième information, on va pouvoir la tirer des illustrations qui nous sont parvenues, des illustrations qui représentent la Liburne sur les manuscrits, notamment les illustrations datées du XIVe siècle. Qu'est-ce que l'on voit sur ces illustrations? Je vais vous le montrer tout de suite. On voit qu'à chaque fois, le navire est représenté avec 3 manèges de bœufs qui activent 3 roues à aubes. C'est le cas pour le manuscrit P, pour le manuscrit C, c'est le cas pour tous les manuscrits. Donc, il faut trouver une solution, il faut restituer un bateau qui soit suffisamment grand pour que l'on puisse placer à l'intérieur de la coque 3 manèges de bœufs pour faire avancer le navire. Alors vous allez me dire, mais ils sont où les bœufs sur la restitution virtuelle? Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont en dessous. Il faut que je descende, les bœufs sont sous la coque. Alors, pourquoi? Pourquoi mettre les bœufs sous la coque plutôt qu'au-dessus? Il y a 3 raisons. D'ailleurs, le texte nous dit que les bœufs sont sous la coque, in aloeo, dans le texte latin. Premier avantage, imaginez le combat naval. Donc les flèches arrivent de tous les sens. Si les bœufs sont sur le navire, il ne va pas falloir beaucoup de temps pour que les 6 malheureux bœufs soient abattus. Alors que s'ils sont en dessous, ils sont protégés des coups. Donc ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, 3 paires de bœufs, ça fait quand même un certain poids. Donc plus on va les mettre bas, plus on va les descendre en bas du navire, et plus on va baisser le centre de gravité du navire, ce qui est important pour assurer sa stabilité. Et puis troisième avantage, c'est peut-être celui-là qui est le plus important, c'est que si les bœufs sont en bas, le pont il est libre pour les soldats. Et sur le pont, on va pouvoir avoir des lanceurs de flèches et des balistes comparables à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors on va quand même aller les voir, ces bœufs. Alors vous allez voir, je vais avoir peut-être un peu de mal à circuler parce qu'ils prennent toute la place. On a restitué des bœufs, 3 manèges de bœufs dans la coque. Quel est le principe général du bateau? Ça va être de transformer le mouvement horizontal des bœufs en mouvement vertical pour activer les roues à aubes qui se trouvent sur les flancs du navire. Alors comment on va faire ça? Vous voyez déjà que les bœufs ont une grande roue dentée au-dessus de leur tête. Donc quand ils vont marcher, la roue dentée va tourner. Et si j'avance, vous allez voir que cette grande roue dentée qui se trouve au-dessus de la tête des animaux, elle engraine sur une première lanterne. C'est la lanterne qu'il y a tout en haut.
Cette lanterne est solidaire d'un arbre. L'arbre descend jusqu'à une deuxième roue dentée qui est en bas. Vous la voyez avec ses dents dirigées vers le bas. Cette seconde roue dentée engraine sur une lanterne. C'est là que le mouvement s'inverse. La deuxième lanterne est solidaire d'un arbre qui va traverser la coque et activer les roues à aubes. C'est un petit peu complexe, là aussi ça va s'éclaircir quand je vais vous montrer la vidéo. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ce système d'engrenage, on peut multiplier par 3 la vitesse de marche des bœufs, avec le nombre de lanternes et avec le nombre de dents sur les roues dentées. Et donc avec ce système, avec le système que je vous montre, le bateau peut avancer à 5 nœuds en vitesse de croisière, ce qui nous donne à peu près 9-10 km/h, et ça peut monter à 8 nœuds en vitesse d'éperonnage, donc à peu près 15 km/h. On est dans des vitesses qui sont acceptables pour ce que l'on sait des capacités de la marine romaine à cette époque-là. Alors, tout cela va également s'éclaircir quand je vais vous passer la vidéo. Vous allez voir cette liburne avancer en pleine mer. Donc là, voici la liburne automotrice décrite par le De Rebus Bellicis. Donc là, bien sûr, on ne voit rien. Il faut imaginer les soldats qui sont au-dessus. Et pourquoi est-ce que les roues à aubes font avancer le navire? Eh bien parce que dans la coque, on a les 3 paires de bœufs, les 3 manèges, qui font avancer le système d'engrenage que je viens de vous décrire, et c'est eux qui permettent de faire avancer le bateau. Vous voyez, cette description, cette restitution du De Rebus Bellicis, pour nous, elle est très importante, parce que si jamais ce navire a bien été conçu au IVe siècle, ça veut dire que le navire à roues à aubes a été pensé, inventé au IVe siècle après Jésus-Christ, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il y a décrit dans la littérature, c'est que le navire à roues à aubes a été inventé au début du XVIIIe siècle, au moment où René Papin a commencé à utiliser les moteurs à vapeur sur les navires. Donc on aurait une invention qui remonterait d'un coup de 14 siècles dans l'histoire des sciences et des techniques, ce qui est tout à fait remarquable. Alors si c'est bien le cas, comment ça se fait que ce navire n'a pas été beaucoup utilisé? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas d'autres témoignages que celui du De Rebus Bellicis? Eh bien pour 2 raisons toutes simples que vous allez comprendre tout de suite. Vous avez vu, quand je vous ai montré la vidéo, que ce type de navire, il va très bien fonctionner quand la mer est calme. Pas de souci pour les bœufs de marcher à plat quand la mer est calme. Mais dès que la mer va commencer à se former, vous imaginez les bœufs marcher à l'intérieur de la coque, c'est pas possible. Donc ce navire peut être utilisé en haute mer, mais en mer calme. Il était probablement plus utilisé à l'embouchure des grands fleuves, on peut imaginer par exemple à l'embouchure du Danube. Mais ce n'est pas très grave, cette contrainte, parce qu'on sait que dans l'Antiquité, à cette époque-là, les combats navals étaient principalement donnés quand la mer était relativement calme. Donc ce navire peut être quand même efficace. Et puis la deuxième limite du bateau, mais ça c'est quelque chose qui est bien connu au XVIIIe siècle quand on va commencer à utiliser les roues à aubes sur les navires, c'est que ces roues à aubes, elles sont quand même très volumineuses et facilement vulnérables pendant le combat naval. Et c'est probablement ça qui a fait que les navires à roues à aubes ont assez peu été utilisés dans l'histoire militaire. Quelques mots peut-être de conclusion pour terminer. Les 3 machines que nous avons vues ce soir, le char à fouet automatique, la baliste montée sur un char à 4 roues et la liburne automotrice mue par des manèges de bœufs, dans ces 3 cas, l'innovation du De Rebus Bellicis n'est pas absolue. L'auteur part de machines existantes pour y apporter des détails, des précisions, que dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne trouvons que chez lui ou attesté pour la première fois dans son texte. L'innovation dans le domaine militaire est souvent primordiale quand la sécurité d'un État est en jeu. Ce qu'il y a d'entre guillemets moderne dans ce traité, c'est que l'auteur suggère 2 choses à l'empereur pour améliorer la situation. Redresser l'économie du pays, d'abord, et ensuite innover dans le domaine de la guerre pour avoir une armée plus efficace, avec moins d'hommes, mieux équipés, qui coûteront moins cher. Pour parler en termes contemporains,
Cet auteur du De Rebus Bellicis aurait fait un très bon ministre des Finances et un remarquable conseiller aux affaires militaires. L'histoire ne nous dit malheureusement pas si l'empereur a seulement lu son œuvre, ni si une partie des mesures proposées ont pu être appliquées. Le nerf de la guerre pour l'avenir d'une nation n'est donc pas de faire naître des talents, c'est de les reconnaître et de suivre leurs idées tant que la situation peut encore être redressée. Je vous remercie. Merci à vous. Donc nous sommes maintenant à votre disposition pour les questions sur ces étranges machines. La prochaine nocturne, ce sera en février. En février, ce sera sur les pompiers à Rome, la lutte contre les incendies. Et la police. Et la police, oui, pompiers et police, merci Noémie. Alors j'avais une question concernant l'arbalète, la baliste pardon, qui était sur char. Le système de Krankin, c'est ça le terme exact. Comment est-il retenu? Parce qu'on le voit bien repartir en arrière quand ça tend, mais on aurait tendance à penser qu'il va sauter de son engrenage. Alors je ne sais pas s'il y a un système qui permet de le retenir. Et puis la deuxième question, est-ce qu'on a des témoignages sur une route du Rhum courue avec ce bateau à eau? Je vais répondre à la deuxième question, ça va être très rapide. Non, et puis comme Sophie vous l'a dit, c'est pas un navire de haute mer. Hein. Mais de toute façon, à l'époque où on se situe, la haute mer, les Romains en ont le contrôle. Hein, la haute mer est pacifiée, donc là où ils peuvent avoir des soucis, c'est au niveau de l'embouchure des rivières, hein, de toute façon. Hein, c'est la défense côtière. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, le Krankin lui-même, alors je ne sais pas si on l'a représenté, mais il est fixé dans des rayures. Hein. C'est dans des rayures qui font qu'il ne peut pas effectivement se soulever. Peut-être qu'on ne les a pas représentés de manière suffisamment claire. On ne les a peut-être pas représentés du tout d'ailleurs. Voilà, mais l'idée, c'est un système qui est bien connu. Hein. C'est un système qui est bien connu sur les arbalètes en petit, et qui fait que la partie supérieure, celle que vous voyez coulisser, ne peut pas se relever. Hein. Oui. Oui. Est-ce que l'auteur l'auteur anonyme cite des auteurs de l'Antiquité qu'il a lus, qui l'ont inspiré? Ben non. Et non, il ne nous donne pas ses sources. Il nous donne pas ses sources, on ne sait pas où il est allé chercher ces renseignements. On sait qu'il y avait beaucoup de traités militaires à son époque. Hein. Végès, qui l'a suivi, nous donne ses sources, hein, qui sont nombreuses, hein, qui remontent loin. Par exemple, Caton l'Ancien, on sait que Caton l'Ancien avait écrit un traité d'art militaire. Donc on ne sait pas d'où l'anonyme tire ces informations. Et est-ce que ce sont seulement ces trois machines qu'il décrit dans son œuvre, ou éventuellement le Scorpion, par exemple, est-ce qu'il en parle? Alors la machine que vous avez devant les yeux, hein, celle-ci, le petit lanceur de flèches était aussi appelé Scorpion à l'époque ancienne. Donc à l'époque de César, de Vitruve, ces machines-là, qui n'étaient pas faites de même manière, qui n'étaient pas en fer, qui étaient en bois, étaient appelées Scorpions. À l'époque, au IVe siècle, on appelle encore quelquefois Scorpion ces machines-là, mais il y a confusion de termes, parce qu'à l'époque, Scorpion, c'est aussi le mot utilisé pour désigner les grosses machines à un seul bras, hein, qui lancent des pierres. Voilà. La question de la nomenclature des machines de jet d'artillerie est très très complexe, ce qui fait qu'il y a énormément de confusion dans la littérature de vulgarisation, dans les musées même quelquefois, qui se trompent dans les mots utilisés. Oui. Finalement, la chose la plus curieuse dans votre exposé, c'est qu'il y a eu des inventions et qu'elles sont restées complètement inconnues et inutilisées pendant 10 siècles. Alors comment on peut expliquer ça, que ce soit personne ne les a repris, y compris le civil, parce que finalement les inventions militaires, elles sont reprises par le civil normalement, et là, il ne s'est rien passé pendant si longtemps. Alors c'est une des choses qui est très très curieuse. Ce traité, apparemment, quand il est arrivé dans les bureaux impériaux, il n'en est pas ressorti.
C'est un traité qui n'est mentionné nulle part dans la littérature. Il faut dire qu'il arrive déjà tard. Hein. On est fin du IVe siècle. C'est déjà tard dans l'histoire de l'Antiquité. Il arrive dans des bureaux et puis il y reste. Il y reste. Donc son contenu lui-même, apparemment, n'a pas été exploité. Et le livre n'a pas été connu. Le livre n'a pas été connu, il a été ignoré jusqu'à ce qu'à la Renaissance, c'est un évêque au concile de Bâle qui a eu connaissance de ce manuscrit, qui en a fait une copie, heureusement d'ailleurs, parce que c'est une des copies que l'on possède aujourd'hui. Et c'est à partir de là, à partir de la Renaissance, qu'on a commencé à s'intéresser à tout ça, mais en fait on retrouvait des systèmes d'engrenage, des systèmes que l'on avait déjà depuis découverts. Mais cette question de l'application de l'invention, c'est un problème passionnant. On en a ici l'exemple pour le De Rebus Bellicis, mais on pourrait prendre d'autres exemples de systèmes qui sont compris, qui sont connus et que l'on n'applique pas. Voilà, alors il y a un internaute qui se pose des questions sur l'origine géographique de cet anonyme. Est-ce qu'on a des informations? Alors, d'après son texte, il fait partie de l'Empire d'Occident, puisqu'il parle latin. Les autres parlent grec, donc il parle latin. Mais manifestement, il est proche de l'Orient. Donc il est probablement originaire de la région est de l'Empire d'Occident, ce qui correspondrait aujourd'hui à Roumanie, Bulgarie ou les anciens pays de la Yougoslavie. Tous ces exemples, il prend le Danube, il s'adresse à l'empereur, il s'adresse à deux empereurs au début, puis après il parle à un seul empereur, et on comprend que ce seul empereur, c'est Valens, donc c'est l'empereur d'Orient. Oui, il y a quelques années, vous nous aviez présenté déjà un bateau. Oui. Il se situait à quelle époque par rapport à... C'était celui-là. C'était celui-là. Alors, ça me fait plaisir que vous ne le reconnaissiez pas, parce que ça montre qu'on a évolué dans notre institution. À l'époque, si vous vous en souvenez, on l'avait présenté avec les bœufs sur le pont, pour être au plus près possible des dessins du manuscrit. Mais dès l'époque, on voyait déjà que c'était pas ça. C'était pas ça. D'abord parce que le texte dit que les bœufs sont à l'intérieur de la coque. Et puis parce que c'est pas logique de les mettre sur le pont. Le dessinateur les a mis sur le pont pour qu'on les voit. Je n'ai pas insisté sur tous les dessins, mais tous les dessins sont faits pour qu'on voit tout. L'auteur n'utilise pas la perspective, qu'on utilisera beaucoup plus tard. Donc quelquefois, il met à plat des choses qui devraient être en 3 dimensions. Et là, il met les bœufs sur le pont au lieu de les mettre dans la coque pour qu'on les voit. Mais c'est cette machine qu'on avait déjà reconstituée il y a 3-4 ans et qu'on a évolué, qu'on a fait évoluer en remettant maintenant les bœufs à l'intérieur, ce qui nous semble plus vraisemblable. Il n'y a pas d'autres questions? Oui? Oui, juste une petite question, peut-être une remarque par rapport au navire, justement, qui est un peu ma spécialité. Est-ce qu'on peut penser également que ce navire peut être en fait un patrouilleur, tel ceux qui étaient utilisés notamment sur le Rhin ou le Danube pour les armées romaines? Oui. Donc les navires à aube étaient bien plus utilisables sur ce genre de rivière plutôt qu'en mer, en fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est effectivement... c'est plutôt un navire de patrouille sur rivière ou sur estuaire qu'un navire de pleine mer. Mais cela dit, l'anonyme envisage qu'il puisse éperonner. Voilà, quand même, puisqu'il nous dit qu'il a une force suffisante pour éperonner un navire ennemi. Or, l'éperonnage, il faut quand même un petit peu d'espace pour qu'on puisse le pratiquer. Oui. Oui, juste, je reviens sur le cavalier ailé. Oui. Est-ce que justement, ce n'était pas un moyen de représenter le fait que justement cet équipage n'avait pas besoin de cavaliers? Alors, je ne sais pas si la notion de l'ange à l'époque était... C'est exactement ce que je lui dis, mais il ne m'écoute pas. Oui, voilà, en gros, c'est ça l'idée de ce film. Il y a une autre interprétation, je ne l'ai pas en tête, comme laquelle ça pourrait être la déformation
originellement d'un autre objet, hein, par exemple une cape, hein, que portait le cavalier sur sa cuirasse. Mais voilà, c'est peut-être un ange. Donc il y a un cavalier qui n'existe pas. Bien, on va encore prendre peut-être une question et puis s'arrêter là pour rester dans les temps. Une question simple. Est-ce que c'était prévu que les bœufs boivent ou mangent du fourrage? Oui, alors bien sûr, obligatoirement. Hein, obligatoirement. Donc on n'est pas entré dans tous les étages du navire. Donc on a au-dessus le pont qui était entièrement libre, vous l'avez vu, qui était occupé par des machines de guerre, par des balistes, par des onagres, par les soldats, hein, en armes aussi, par des archers. On a un entrepont où sont installés les bœufs, et en dessous, on a encore beaucoup d'espace où, bien sûr, on va pouvoir stocker du fourrage et de l'eau. C'est absolument nécessaire de faire boire ces bêtes et de les nourrir. Et peut-être, c'est Noémie qui nous suggérait ça, qu'il y ait, comme dans les manèges pour les moulins, des bêtes de rechange. Hein, des bêtes de rechange pour une bête fatiguée. Est-ce que l'auteur anonyme en parle? Non. Alors, il nous faudrait beaucoup de temps pour expliquer tout ça, mais on vous dit quelquefois, l'auteur dit ça. En fait, il nous dit deux mots qu'on interprète comme ça, nous. Hein. C'est une interprétation beaucoup de choses qu'on vous a présentées, ce sont des interprétations du texte. Hein. L'auteur ne le dit pas explicitement. Et là, par exemple, pour les bœufs, non, il ne nous dit pas qu'il y a du fourrage en dessous, ni de l'eau à disposition. De toute façon, c'est un tout petit livre. C'est un tout petit livre, et on voit qu'il comptait beaucoup sur ses dessins pour que l'on comprenne ce qu'il voulait dire. Or, malheureusement, ces dessins sont très compliqués aujourd'hui à interpréter. Mais lui, en texte, il est très très bref. La Liburne, par exemple, il l'a décrit, c'est 10 lignes, hein, c'est un peu plus 10-15 lignes, c'est tout. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre attention. Merci à vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on ne vous reverra pas avant. Et puis, on vous dit au mois de février, si vous voulez bien, pour la police et les pompiers.